Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Des idées pour optimiser le système de gouvernance mondiale, le Forum économique de Saint-Pétersbourg aborde plusieurs questions de développement. Le vice-président prend part à la rencontre en Russie. Daniel Kablan-Duncan était à la séance inaugurale des panels de haut niveau. Un renforcement de la coopération parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au Sénégal, à la tête d'une délégation, Amadou Soumaoro, a eu une séance de travail avec son homologue sénégalais. Les deux présidents se félicitent de leur convergence de vues sur les questions liées au renforcement de la coopération. 2000 fonctionnaires fictifs démasqués en 2014, plus de 5 milliards de francs CFA de pertes les 5 dernières années. Des agents démissionnaires, retraités ou décédés continuent de percevoir leur solde. Le Trésor public engage la lutte contre ce trop perçu. Le dossier à suivre dans ce journal. Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg se veut un rendez-vous incontournable. Il s'articule autour de plusieurs activités, des B2B, rencontres d'affaires et panels sur les questions de développement. Le vice-président de la République est en Russie. Daniel Kablan-Duncan a assisté hier à la séance inaugurale des panels de haut niveau. Awa Touré est notre envoyé spécial. Un panel de haut niveau sur la problématique du développement durable et la nécessité de définir des objectifs adaptés aux réalités de chacun. Pour les panélistes, au nombre desquels le président de la République de Moldavie, le vice-premier ministre russe, le secrétaire général de la Commission économique asiatique et le secrétaire général des Nations unies, la définition des objectifs conduit à un développement partagé. Pour eux, les États ne doivent pas rater la 4e révolution technologique en faisant en sorte que cela profite à l'ensemble des populations. L'élimination de la pauvreté, la défense des droits de l'homme et la gestion responsable des changements climatiques constituent aussi des pistes de solutions. Les unions économiques peuvent fortement impacter les objectifs du développement à travers une harmonisation des politiques économiques et un dialogue économique direct entre les membres des unions économiques et monétaires. La situation dans le monde n'étant plus bipolarisée, les principes de politique extérieure équilibrée également identifiés comme solution pour un développement durable. En plus du développement des infrastructures économiques, des petites et moyennes entreprises, ainsi que l'assainissement du climat des affaires. Pour atteindre les objectifs du développement durable, il faut aussi et surtout s'appuyer sur ses propres forces. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, avant cette cérémonie, a eu droit à une visite guidée du hall d'exposition du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Sur ce parc d'exposition, les entreprises des 120 pays participant à cet événement. De la Russie, je vous emmène au Sénégal pour parler de coopération parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a eu une séance de travail avec son homologue sénégalais. Les deux présidents ont abordé plusieurs points, notamment les questions sécuritaires. Ils se sont engagés à renforcer les relations entre les deux institutions. De Dakar, Konaté Moussa. La Côte d'Ivoire et le Sénégal s'engagent à renforcer leurs relations à travers leurs assemblées nationales. À cette séance de travail entre des responsables des deux institutions à Dakar, les délégations ivoiriennes et sénégalaises ont évalué l'accord parlementaire signé en 2013 entre les deux pays et défini de nouvelles perspectives de coopération. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre. On note entre autres le renforcement de la démocratie et l'épineuse question du terrorisme. Nous avons fait le constat que seule la mutualisation de nos efforts, seule la mutualisation de nos moyens pourra nous permettre d'arriver au bout de ces fléaux. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire étant les deux piliers de l'UEMOA, que nous avons intérêt à ce que ces deux pays connaissent la stabilité politique et la sécurité au bénéfice de l'Afrique de l'Ouest, au bénéfice de notre sous-région. En plus, nous avons parlé de la coopération
international parlementaire. Nous avons parlé de l'APF. Nous avons parlé du renforcement de notre participation commune aux différentes assemblées parlementaires. Et le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont en phase sur toutes ces questions. Les visites réciproques entretiennent l'amitié entre les peuples, entre les dirigeants du monde entier, entre les institutions qui les animent et qui les portent, qui les développent et qui les enrichissent. Pour l'entente, la coopération, le partage, la concertation. Tellement de liens existent entre Dakar et Abidjan sur tous les plans. L'histoire commune, les cultures au pluriel, les options pour la démocratie, car la démocratie implique une majorité de la population et une opposition à cette majorité, l'une et l'autre, travaillant ensemble pour des objectifs communs. Cette réunion entre les responsables des assemblées nationales ivoiriennes et sénégalaises a été marquée par des remises de présents. Également, une visite de galeries photos des différents présidents de l'Assemblée nationale du Sénégal. On va parler d'une autre coopération, celle entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. La première session du dialogue pour 2019 tenue aujourd'hui, l'UE veut fructifier les atouts économiques de la Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amontano, s'est réjoui du renforcement de ce partenariat. Les explications de William Télésoro, Michel Digré. C'est la première session du dialogue politique entre le gouvernement ivoirien et l'Union européenne au titre de l'année 2019. Une rencontre pour revisiter les relations de coopération entre les deux parties. Les questions liées au secteur du commerce ont été au cœur des débats. Jobs von Kirchmann, chef de la délégation de l'Union européenne, est formel. C'est un engagement pour l'UE de fructifier les atouts économiques de la Côte d'Ivoire. L'Union européenne, c'est le premier investisseur en Côte d'Ivoire, le premier partenaire commercial, le premier bailleur de fonds. Mais on va aussi continuer à travailler dans ce sens. On est retourné à une normalité des relations entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, avec un dialogue politique qui est régulier, où on aborde tous les sujets possibles de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Il y a un suivi, on se revoit, et puis vers la fin de l'année, on va avoir encore un dialogue politique où on va voir la progression qu'on a fait sur chaque point. Il y a une étude de Deloitte qui a été faite qui montre que la Côte d'Ivoire est devant le Rwanda, Éthiopie, l'Afrique du Sud, tous les autres pays, avec son potentiel d'investissement. Donc je vois 2020 comme une porte qui s'ouvre pour réaliser ces potentiels d'investissement. Après les débats, le chef de la délégation ivoirienne, Marcel Amontano, donne la feuille de route qui devrait aboutir à l'adoption de solutions durables aux différents obstacles qui grippent encore la coopération entre les deux parties. Je me réjouis personnellement non seulement de la reprise de ce dialogue, de la qualité des échanges qui se sont déroulés dans un climat fraternel, je peux dire, amical, constructif. Et ça nous a permis d'aborder des problèmes de fond, d'apporter des solutions pratiques à un certain nombre de ces problèmes. Et le comité technique bipartite qui a été mis en place avec l'accord de M. le Premier ministre, qui lui se réunira tous les 2 mois en attendant la prochaine session de ce dialogue politique qui aura lieu à la fin de l'année 2019, va aborder les points qui restent en suspens pour nous proposer des solutions. Les volumes globaux d'échanges entre la Côte d'Ivoire et l'UE sont passés de 2 800 milliards de francs CFA en 2011 à plus de 4 457 milliards de francs CFA en 2017, soit une progression de 59%. Une croissance économique qui favorise la mise en œuvre du programme social du gouvernement. 21 000 pompes à motricité humaine pour les populations du monde rural. Celles du Lodibois ont bientôt de l'eau potable. 316 pompes à réparer. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a procédé aujourd'hui au lancement du programme. Des échos avec Léon Brou. Koniakro, village cosmopolite de plus de 1000 âmes dans la commune de Divo. Pas d'adduction en eau potable, seulement 2 pompes à motricité humaine constamment en panne, comme c'est le cas ici, de celles installées dans le voisinage de Savadogo. Voilà, pompe là, ça y est dans le coup. On va au couloir pour piger l'eau là. Même si c'est pas bon, on ne sait pas encore, on va gagner l'eau parce que la pompe est gâtée. Il y a eu un moment où on avait ici attaqué la bilharziose
même la dysenterie, parce qu'on buvait de l'eau sale. Fini ces maladies liées à l'impurité de l'eau, ce geste marque la réparation des 2 pompes de Koniakro et lance la même opération, le remplacement ou la maintenance de 316 sur les 789 installations de la région du Lodjibois. Une matérialisation de l'engagement du président Alassane Ouattara à améliorer les conditions de vie des populations par l'accès à l'eau potable grâce à la redistribution des fruits de la croissance, indique le ministre Amédée Kouakou, ces opérations en cours pour 3 ans se voulant gratuites. Le président de la République a décidé que sur 3 ans, si vos pompes tombent en panne, voyez la SODECI, ils viendront réparer, vous ne payez pas 5 francs. Bonne nouvelle pour le Lodjibois. On est très content. Très. Parce qu'on ne va pas aller au Marocain encore. Si on se lève le matin, on prend ça, on s'en va prendre l'eau, on fait ce qu'on veut faire. Oui, l'eau est source de vie. Notre région a besoin d'eau. Notre région a besoin d'eau potable. C'est l'occasion donc pour moi de vous dire tout simplement merci. Création, réparation et maintenance des pompes à motricité humaine, ce pan du programme social du gouvernement concerne 21 000 pompes au plan national pour 15 milliards de francs CFA. Et le programme social du gouvernement, c'est également un accès aux services de santé, 2 ambulances pour les populations de la région de San Pedro. Le Premier ministre a également fait don de matériel médical, un geste qui soulage les populations, nous rapporte Sam Kona. Une ambulance médicalisée pour l'hôpital général de Tabou, une autre pour le centre hospitalier régional de San Pedro. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Désormais, les malades pourront être évacués à temps et dans de bonnes conditions. Votre cri de cœur a donc été entendu par le gouvernement, qui a donc décidé de résoudre ce problème. C'est donc un soulagement pour toute la région. Mesdames et messieurs, cet acte constitue sans aucun doute la preuve de la volonté du chef de l'État et de son gouvernement d'apporter le bien-être aux Ivoiriens à travers sa politique sociale. Ces 2 structures sanitaires de la région de San Pedro étaient en manque d'ambulances. Tabou a beaucoup souffert. Tabou manque de tout. Tabou est un corps qui a mal partout. Donc il est nécessaire que tout le système médical en griffe du gouvernement se mette autour de notre département. En plus de l'ambulance, l'hôpital général de Tabou bénéficie de 5 lits d'hospitalisation. Le directeur de l'hôpital général de Tabou et celui du CHR de San Pedro ont promis d'utiliser ces ambulances à bon escient. Ici à Abidjan, c'est une décision pour le bien-être des retraités. Les fonctionnaires et agents de l'État auront une meilleure rémunération une fois en cessation d'activité. Le projet de retraite complémentaire adopté, il doit entrer en vigueur d'ici à la fin de l'année. Un dialogue social tenu sur la question. Sabine Ouattara et Eugène Atoubé. Rarement les rencontres entre organisations syndicales, employeurs et acteurs de la prévoyance sociale débouchent sur une note de totale satisfaction. Mais pour le dialogue social portant sur la retraite complémentaire par capitalisation des fonctionnaires et agents de l'État, l'accord est parfait. Nous prenons la résolution de mettre en œuvre le régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des fonctionnaires et agents de l'État dans le but de maintenir en fin de carrière le niveau de revenus de nos assurés sociaux et de nos adhérents. Les conclusions du dialogue social sont surtout le signe de la manifestation de la très haute vision pour un social des plus hardis et pour le bonheur de nos populations de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La validation par consensus est le résultat d'un long processus commencé depuis fin 2016, dans un contexte où le gouvernement continuait ses efforts pour la réforme du système des pensions publiques entamé en 2012, avec pour visée la mise en place d'un régime de retraite complémentaire par capitalisation. Aujourd'hui, tous s'accordent sur le produit qui les met à l'abri de la précarité pendant leur vie à la retraite. Il y a un compte ouvert où le fonctionnaire même verse ce qu'il peut pour pouvoir améliorer vraiment sa retraite. L'initiative du gouvernement
est une très bonne initiative que nous saluons et que nous soutenons pour que justement le fonctionnaire ivoirien sorte de la hantise et qu'il puisse vivre correctement l'activité et aussi à la retraite. Le régime de retraite complémentaire par capitalisation est une innovation majeure. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale présente le produit comme flexible et adapté au pouvoir d'achat de chacun des 250 000 fonctionnaires et agents de l'État que compte la Côte d'Ivoire. Vous donnez à notre pays d'être le premier pays de la sous-région à mettre en place un tel régime de retraite complémentaire. Le fonctionnaire ou l'agent de l'État devra être actif dans la préparation de sa retraite et pourra décider de cotiser plus lorsqu'il est en activité pour améliorer ses conditions de vie à la retraite. Dans les milieux des travailleurs du public, le régime complémentaire de retraite par capitalisation fera l'objet d'une large diffusion. Le temps pour les organisations syndicales de trouver les moyens. Sa mise en application, après adoption par le gouvernement, devrait se faire, selon toute vraisemblance, courant fin 2019. On va rester à la fonction publique et je vous invite à regarder ce document. En 2014, près de 2000 fonctionnaires épinglés comme ayant accédé à la fonction publique de manière irrégulière. De plus, certains fonctionnaires démissionnaires, retraités ou décédés continuent de percevoir leur salaire, ce qui fait perdre à l'État de Côte d'Ivoire plus de 5 milliards de francs CFA ces 5 dernières années. Le Trésor public engage la lutte contre ce trop-perçu fonctionnaire fictif. Réalité et perte pour le Trésor public. Le dossier vide ici, Didier Nguessan. Le 25 novembre 2014, des hommes et des femmes font le siège devant le bâtiment abritant les locaux de la fonction publique. C'est un sit-in des fonctionnaires qui seraient suspendus et retirés des fichiers de la fonction publique. 4 ans plus tard, ils récidivent en envahissant le hall de la fonction publique. Organisés en collectif, leurs responsables avancent le chiffre de 2000 fonctionnaires touchés par la mesure. Nous avons reçu une information de ce que la fonction publique recrutait. Nous avons déposé nos dossiers et quelques temps après, nous avons été appelés. On nous a délivré des actes administratifs avec des matricules authentiques. Nous avons pris service. Certains parmi nous ont été nommés chefs des services. Nous nous sommes soumis à toutes les opérations d'identification de la fonction publique, ce qui témoigne de la crédibilité. Voilà l'étape qui nous a permis d'intégrer la fonction publique. Les membres de ce collectif auraient travaillé pour certains jusqu'à 30 mois à leur poste. Leur intégration à la fonction publique ne s'est faite ni sur concours, ni sur décision exceptionnelle du chef de l'État, les 2 cas prévus par la loi. Sur la question, nous avons rencontré ce syndicat de travailleurs. De notre point de vue, j'appellerais fonctionnaire fictif, un fonctionnaire dont la situation administrative indique qu'il est à son poste, qu'il y travaille et qu'au constat, il n'y est pas et qu'il perçoit de l'argent. Ici, il s'agit de travailleurs irrégulièrement recrutés par la fonction publique. Mais alors, à qui incombe la faute? Au-delà des terminologies et des actions de revendication, le contentieux est porté devant la Chambre administrative de la Cour suprême. La décision des juges est favorable au collectif de travailleurs radiés. Nous avons, par avis communiqué, appelé toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation d'apporter leur dossier et que chacun nous apporte l'acte par lequel il a été recruté à la fonction publique comme étant un fonctionnaire. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peu près 1180 ou 181 dossiers qui ont été réunis. Ces dossiers vont être examinés à la lumière des textes en vigueur et ceux qui auront des actes réguliers, il n'y aura pas de problème. Mais ceux qui ne pourront pas attester, en tout cas produire un acte authentique qui ne soit entaché d'aucune irrégularité, nous en tirerons les conséquences. Pour le règlement du contentieux, le ministère de la fonction publique propose aux fonctionnaires concernés la présentation de 4 documents. Un arrêté d'admission à un concours de la fonction publique, un arrêté et un décret de nomination à un poste et une note de service justifiant leur présence à la fonction publique. La Côte d'Ivoire compte 209 000 fonctionnaires avec une masse salariale estimée pour cette année 2019 à 1 700 milliards de francs CFA.
Une partie de ce budget est indûment payée à des fonctionnaires en activité ou non. De 2012 à 2016, la direction de la solde a transmis plus de 2500 dossiers de fonctionnaires décédés en activité. C'est l'équivalent de 5,2 milliards de francs CFA perdus. Face à cette réalité qui perdure, le Trésor public fait la chasse à ce qu'il appelle les trop perçus sur salaire. Un taux perçu sur salaire, c'est une somme indûment payée à un fonctionnaire en position administrative n'avons pas droit à rémunération. Lorsque, par exemple, un retraité continue de percevoir son salaire de fonctionnaire, ou une personne qui a demandé un détachement, une disponibilité, ou bien qui est aussi, il y a les accessoires de salaire, comme les indemnités. Lorsque la personne change de fonction et ne signale pas à la fonction publique ou à la direction de la sorte que j'ai changé de statut, de situation, pour qu'on ne continue pas de lui payer de double indemnité. Prenons le cas d'un instituteur qui décède. Le directeur de l'école, via l'inspection de l'enseignement primaire, informe la direction régionale de l'éducation nationale, DREN, qui saisit le ministère de l'Éducation nationale. Le dit ministère, à son tour, informe la fonction publique. La fonction publique saisit la direction de la solde pour arrêt du salaire de l'instituteur décédé. Il faut en moyenne 1 mois pour transmettre l'information au destinataire final. Mais la lourdeur des procédures administratives peut faire durer ce processus bien longtemps. Pendant ce temps, le salaire du fonctionnaire décédé continue d'être versé. En mai 2017, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a sensibilisé les gestionnaires des ressources humaines sur la réduction des trop perçus sur salaire. Objectif, contribuer à réduire les rémunérations indûment mandatées. Après le séminaire, nous avons réussi à baisser quand même le taux de mandatement indu. Nous sommes passés de 500 dossiers en moyenne en 5 ans à 224 dossiers. Comment on peut l'expliquer? Les gestionnaires de ressources humaines ont été réactifs. Ils ont signalé les agents qui ne viennent pas au travail, qui ne sont plus là. Les banques ont coopéré. La CGRAE a coopéré. Donc, ils reversent directement. Nous avons pu cantonner les sommes de ces personnes-là, sur les comptes de ces personnes-là. Selon les conclusions de cette campagne, la transmission diligente des informations relatives à la situation des fonctionnaires est l'un des leviers à activer pour une fonction publique moins budgétivore. Fonctionnaires fictifs, réalité et perte pour le Trésor public, c'était le dossier vide ici de ce journal. Le dispositif de demande d'emploi expliqué aux points focaux des mairies. Ils sont en formation sur les offres de l'Agence Emploi Jeunes, les outils nécessaires mis à leur disposition. L'objectif est de leur permettre de bien prendre en charge les demandeurs d'emploi. Sabine Ouattara, Salima Toudia. Comment orienter et assurer une prise en charge de qualité aux demandeurs d'emploi avec des techniques efficaces? Les directeurs départementaux et régionaux de la jeunesse, les points focaux des mairies où se trouvent justement les guichets emploi jeunes, ont été formés sur le mode opératoire des agences emploi jeunes et entretenus sur les offres de services. Face aux participants, le ministre de tutelle Mamadou Touré invite à faire de l'insertion des jeunes une priorité, comme voulu dans le programme social du gouvernement. Nous serons très sélectifs sur les critères qui doivent permettre donc de travailler avec ces entreprises. Nous n'allons pas insérer les jeunes pour insérer les jeunes. Lorsqu'on doit mettre les jeunes en stage, il ne s'agira pas de faire du chiffre. On n'est pas là pour faire seulement du chiffre. Il faut que les opportunités qui vont s'offrir à des jeunes soient des opportunités donc de qualité. Donc voilà un peu quelques conseils que j'ai voulu donner à nos points focaux qui se voient déléguer aujourd'hui une partie des prérogatives en matière d'insertion donc des jeunes du ministère et de l'Agence Emploi Jeunes et qui auront la lourde responsabilité dès le 1er juillet de conduire ce processus-là sur l'ensemble du territoire national. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire s'engage dans la réalisation de cet objectif au service des jeunes. Nous sommes des élus et nous savons que c'est sur nos territoires, dans nos territoires, que nous vivons au quotidien la souffrance, les impatiences et les interrogations des jeunes. Et nous voulons apporter des réponses pragmatiques et effectives. C'est pourquoi, en ce qui concerne les maires, nous serons particulièrement exigeants vis-à-vis de nos points focaux pour la mise en œuvre effective de la stratégie pour faire passer l'information, pour encadrer les jeunes et leur permettre de saisir la pêche tendue par le gouvernement pour qu'ils puissent eux aussi avoir et regarder l'avenir en confiance.
Ce sont 350 participants qui ont reçu des formations sur les dispositifs de développement des compétences et d'entrepreneuriat. Une contribution pour une meilleure gestion du droit d'auteur. Un collectif d'artistes propose des solutions. Ce groupe de réflexion est dirigé par Assalfo de Magic System. Il s'agit d'améliorer le mode de répartition, le projet de réforme remis au ministre de la Culture et de la Francophonie. Des détails avec Serge Collier. Nous venons plus dans un élan d'apporter une contribution que de rentrer dans des guerres en telle ou telle partie. C'est d'ailleurs pour ça que ce comité de réflexion se voulait indépendant. Dirigé par Traoré Salif, alias Assalfo, lead vocal du groupe Magic System, le comité de réflexion mis en place par les artistes s'est penché sur la question de la réforme du droit d'auteur. 3 mois de partage, d'échanges, suivis de propositions au ministre de la Culture et de la Francophonie. Le problème, c'est le droit d'auteur, ce n'est pas le Burida. Je trouve que nos textes, non seulement sont vétustes, mais aussi la manière de réorganiser le milieu du droit d'auteur. Nous ne sommes pas vraiment au diapason d'autres maisons de droit d'auteur à l'extérieur qui s'expriment mieux parce que ceux-là ont su adapter leurs réformes au bon moment. Mais ce n'est pas dans la belligérance que nous pouvons régler ça, c'est en proposant, en donnant des idées. Le ministre Maurice Kwaku-Bandaman salue l'initiative. Il promet soumettre ses réflexions à l'approbation des sociétaires du Burida à l'occasion de journées de concertation annoncées. Au moment où nous prenons le Burida était endetté, pour ne pas dire en faillite. Elle devait plus de 5 milliards, donc 4 milliards aux artistes. Et c'était la gestion des artistes de 2000 à 2010. Depuis que nous avons pris cette maison avec Mme Vieira, nous sommes passés de 2011 à 2018 de 600 millions de recettes, dont la moitié reversée aux artistes, à 3,5 milliards de recettes, dont plus d'1 milliard reversés aux artistes. Nous sommes passés à moins de 50 auteurs bénéficiant des droits d'auteur à plus de 200 tous les trimestres quand le Burida reverse des droits. Cela dit, le Burida est encadré par les textes. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas l'intention de faire du Burida une société d'État. Le ministre de la Culture et de la Francophonie appelle les artistes à faire des propositions concrètes pour l'avenir du Burida. Il a rappelé également le renouvellement des instances du Burida à partir du 15 juillet 2019. 16 véhicules remis à la Direction générale du contrôle financier. Le secrétaire d'État chargé du budget veut accroître la mobilité des agents dans le cadre de leur mission. Moussa Sanogo dit également attendre un traitement avec célérité de tous les documents relatifs au contrôle financier. Safiat Kouyaté, Cheikh Kone. 16 véhicules de type 4x4 de plus d'une centaine de millions de francs CFA est la dotation faite par le secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État à la direction du contrôle financier. Heureux, les bénéficiaires ont accueilli cette action avec gratitude et soulagement. Je pense que nous allons mieux travailler avec ce véhicule-là. Parce qu'avant, on avait des difficultés pour nous rendre sur le terrain. Ce sera beaucoup plus facile pour nous maintenant. Moussa Sanogo, le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État, a procédé à la remise des clés aux contrôleurs et les a exhortés à en faire bon usage. Au-delà des questions liées au bon usage du matériel, c'est surtout la preuve en tout cas que nous montons en puissance en matière de renforcement de la qualité de notre cadre de gestion budgétaire. Donc là, il s'agit vraiment de donner davantage de moyens aux contrôleurs financiers qui vont avoir un rôle encore plus important dans le nouveau paradigme de gestion budgétaire qui va s'instaurer en Côte d'Ivoire à travers le budget programme. Le contrôleur financier aura un rôle encore plus important et donc il faut lui donner les moyens de pouvoir mieux apprécier la réalité du service fait sur le terrain. Ces véhicules permettront aux contrôleurs financiers d'accroître leur mobilité dans le cadre de leur mission de contrôle des actes de dépenses, de respect du délai de traitement des services faits sur toute l'étendue du territoire national et de satisfaire les usagers du service public en assurant une meilleure célérité dans le contrôle. Sport football, c'était un bon départ pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 3-1. Ils ont battu cet après-midi les îles Comores. Un match de préparation pour la CAN 2019 en Égypte. Premier test donc réussi pour le sélectionneur Kamara Ibrahim. Au labo depuis une semaine en France, les éléphants de Côte d'Ivoire se rassurent pour leur premier match à test grâce à une victoire contre les Comores. Après une période d'observation au coup d'envoi, les éléphants reviennent idéalement dans la partie avec quelques occasions franches.
Une nette supériorité qui se concrétise juste avant la pause par Wilfried Bony qui ouvre la voie du succès au sien. 1-0 à la mi-temps. Dominateur, les éléphants accentuent la pression. Auteur du premier but, Wilfried Bony double la mise sur une boulette du gardien comorien. Dans la dynamique, Roger Assaleh s'invite dans la fête grâce à un but contre son camp du défenseur Abdallah Ali. À 3-0, les poulains d'Ibrahim Kamara tombent dans le relâchement. Wilfried Canon se rend coupable d'une faute irrégulière dans la surface de réparation. Le pénalty est parfaitement transformé par Youssouf Nchagama. 3-1, score final. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre éthiopien au Soudan en médiation, Abiy Ahmed, est arrivé ce vendredi. Il a rencontré le chef de la junte et des représentants de l'opposition civile. Le chef du gouvernement éthiopien a demandé au parti de faire preuve de courage et de responsabilité. Il appelle à prendre des actions rapides en faveur d'une transition démocratique et consensuelle. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.